mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous sommes en direct et voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, coût des travaux 147 milliards de francs CFA. Le dossier de ce dimanche s'intéresse au cancer de la bouche ou de la face qui déforme les visages. Nos reporters, Davis Oyo et Franck Kouadio, se sont intéressés à cette maladie. Le compte rendu dans quelques instants. Le secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire a organisé un atelier de préparation d'un projet de loi de mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication du stockage des armes biologiques ou à toxines et sur leur destruction. On en parle dans quelques instants avec Abou Sanogo. Le magazine de ce dimanche a pour terme le nouveau visage de la poste ivoirienne, une institution qui a marqué des générations, un peu perturbée aujourd'hui. Elle présente un nouveau visage. Notre invité pour parler de ce nouveau visage de la poste de Côte d'Ivoire est M. Isaac Nyamba Yao, directeur général de la poste de Côte d'Ivoire. Monsieur Isaac Nyamba Yao, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite pour les échanges. Commençons par les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, c'est du centre au nord de la Côte d'Ivoire. Voyons son arrivée à Katiola avec Abdoul Kader Sogodogo Guédouma du RTI Bouaké. Samedi 11 novembre 2017, il est 11h20. L'hélicoptère transportant le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly atterrit au stade Thomas d'Aquin de Katiola. Le Premier ministre est présent pour le lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, accueilli par le préfet de région. Juste à l'entrée du stade, l'attendaient plusieurs membres du gouvernement, des élus et des cadres des régions de Gbeke, du Hambol, du Poro et du Tchologo. Après quelques poignées de main, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, va recevoir les honneurs militaires. Des honneurs rendus par 2 clairons du 3e bataillon d'infanterie, 2 sections de ce même camp, un peloton de l'escadron 1 tiers de Bouaké, sous les ordres du lieutenant Silué Sepolo Brahima. Après quoi, le chef du gouvernement a procédé à des visites. La préfecture des régions, le domicile du chef canton de Katiola et celui du doyen des cadres du Hambol, le général Gaston Guasséna-Koné, avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, où il a eu droit à un véritable bain de foule. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donc procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, coût des travaux 147 milliards de francs CFA. Wilfried Herman Djivé. Les travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou peuvent démarrer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne le ton. Financé dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement, le renforcement de la route Bouaké-Ferkessé-Dougou, longue de 220 km, est une partie importante du corridor communautaire Abidjan-Ouagadougou, Ouagadougou-Bamako. La route traverse 3 régions du pays, le Gbeke, le Hambol et le Tchologo. D'importants moyens techniques seront déployés pour sa réhabilitation. La route du Nord, cette route dont l'intérêt stratégique pour notre pays n'est plus à démontrer, est dans un état de dégradation tel que l'emprunteur est devenu un véritable parcours du combattant pour les usagers qui y rencontrent des dangers de tous ordres. Les travaux seront réalisés selon les techniques de recyclage des chaussées. C'est la 2e fois que cette technique est expérimentée en Côte d'Ivoire après la route à couper Bongouanou. La structure de chaussée choisie est composée de 6 cm de béton bitumineux, de 12 à 14 cm de grave bitume et d'un recyclage en place. Cette structure est dimensionnée pour durer plus de 15 ans et est particulièrement adaptée au trafic lourd et intense que porte la route du Nord.
Faciliter et assurer la circulation des personnes et des biens entre les régions du pays reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement des travaux de prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Tiébissou le 29 mars 2017, il est prévu le lancement de ceux de la section Tiébissou-Bouaké le 16 décembre 2017. Ainsi, à l'achèvement de tous ces travaux, dans 24 à 30 mois, nous aurons une autoroute d'Abidjan jusqu'à Bouaké et une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouangolo-Dougou en passant par Ferkessé-Dougou. Oui, c'est cela l'engagement de Alassane Ouattara, c'est cela l'engagement d'un homme de parole. Dans 3 ans, on aura une autoroute d'Abidjan à Bouaké et on aura une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouangolo-Dougou en passant par Ferkessé-Dougou. La réhabilitation de cette voie permettra également un accès plus rapide au port d'Abidjan pour l'intérieur du pays et les pays de l'Hinterland. Coût global des investissements, 147 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 24 mois. Nous vous proposons maintenant d'écouter les réactions des populations heureuses de la réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou. Nous venons de vivre une cérémonie exceptionnelle, présidée en personne par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a lancé le projet de réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessé-Dougou, qui est un projet qui était tant attendu par l'ensemble de nos populations. Nous sommes très heureux de cette manifestation et nous en profitons pour rendre un vibrant hommage à son Excellence le Président Alassane Ouattara pour sa grande vision stratégique du développement pour notre pays et également à l'endroit de Monsieur le Premier ministre pour ce geste qui nous va droit au cœur. Un grand moment pour les 3 régions, le Hambol, le Tchologo et le Bouaké bien sûr. Merci au Président de la République. C'est le début de la fin de notre calvaire, c'est le début de la sécurité dans la zone. Avant-hier, nous avons pris cette route de Korogo à Bouaké et nous savons combien elle est dégradée. Mais personne n'a perdu espoir. Tous les fils de Bouaké, Katiola, Niakara, Ferké, Korogo, avons tous gardé espoir parce que nous savons que le président Alassane Ouattara, tôt ou tard, finira par pencher sur cette question de la reconstruction, de la réhabilitation de cette voie. Avec Wilfried Herman Djivé chez notre reporter, l'un de nos reporters sur place, parlons de la dégradation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, une voie qui est fortement dégradée. Regardez. Kanawolo, Niakara, Fronan, nous sommes en route pour Katiola. Constat, plusieurs véhicules sont stationnés en bordure de route pour raison de panne technique. Des pannes qui, de façon générale, seraient liées à l'état de fatigue extrême de la route. Attendu pour des livraisons, le camion de Konaté Yacouba vient d'en faire les frais. Qu'est-ce qui a fait que le camion s'est immobilisé sur la route? Tellement il y a trop de trous sur la voie là. J'ai rentré dans un trou, ça là est sorti. Un raccord de ça qui est cassé. Konaté Yacouba tient coûte que coûte à nous présenter le responsable de son retard. Le coupable désigné, le voici, un véritable cratère en pleine chaussée qui n'a laissé aucune chance au conducteur infortuné. Et généralement quand c'est comme ça, est-ce que le camion ne tangue pas? Ça peut tomber et ça augmente la consommation. Ironie ou coïncidence, un mécanicien n'est jamais loin. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous, les mécaniciens, là, ça nous arrange. Hein. Parce que nous, on est au nord ici, là, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, les camions qui passent là, s'il y a d'autres qui sont gâtés là, nous, on en profite en même temps pour réparer. Ça aussi, nous, on est là pour ça. Donc, même si la route là n'est pas arrangée, nous, en tout cas, moi, je ne me plains pas, quoi. Ah bon, donc c'est bon pour tes affaires, c'est ça? Voilà, parce que dans ça aussi, moi aussi, je mange beaucoup. Sinon, si la route est trop bonne là, ils vont passer, ça ne va pas se gâter, tout le monde va passer. Ah bon, moi j'ai mangé quoi? Une route en mauvais état qui profite à certains. On demande que les autorités n'aient qu'à arranger la voie là pour que ça évite beaucoup de pannes et beaucoup de dégâts sur la voie. Ce gros camion, lui, vient de terminer sa course dans un ravin
En essayant d'éviter les nids de poules, il s'est retrouvé les 22 roues en l'air. Les travaux de construction et de bitumage de l'axe Bouaké-Ferke-Sédougou datent des années 70. Ils ont bien besoin d'un souffle nouveau. Voilà, et bientôt ce mécanicien va s'installer en ville pour faire ses affaires. Restons au nord de la Côte d'Ivoire, mais cette fois à Korogo, capitale de la région du Poro, où s'est rendu le directeur général de l'AGEROUTE pour le constat des travaux routiers dans la ville de Korogo. Patricia Omouetia. Dans la ville de Korogo, le boulevard Alassane Ouattara connaît une dégradation avancée. En visite sur le chantier, le directeur général a invité les entreprises à prendre des dispositions techniques et financières pour achever les travaux dans un bref délai. À Kong comme à Korogo, le responsable de l'AGEROUTE a eu des entretiens avec les autorités préfectorales. Autorités et populations ont exprimé leur volonté de voir ces projets terminés en vue d'écouler facilement leurs produits. Face aux difficultés exprimées, Pierre Dimba les a rassurés. Il a promis rendre compte au ministre des Infrastructures économiques afin que les entreprises s'activent. Nous vous le disions dans nos titres, le secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire a organisé un atelier de préparation d'un projet de loi de mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines sur leur destruction. Abou Sanogo nous en parle. Un atelier sur la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines. Des experts, des représentants des ministères et des institutions nationales parties prenantes à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines, qui ont une expertise en matière de rédaction juridique et réfléchissent sur la préparation d'un projet de loi de mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction. Il s'agit de s'assurer que les agents biologiques et les toxines ne soient pas utilisés contre l'humanité. Et il faut désormais adopter la législation pour mettre en œuvre la Convention et s'assurer que les obligations internationales sont bien respectées au niveau national. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines le 23 mars 2016 et travaille depuis activement à la traduction des obligations de la Convention dans son système juridique national. Au vu de la qualité des personnes retenues pour cet atelier, il n'y a aucun doute sur le fait que de ces travaux sortiront les tests idoines qui permettront à la Côte d'Ivoire de remplir ses obligations vis-à-vis de la Convention considérée. La Convention interdit les armes biologiques, elle interdit leur usage, leur développement, leur fabrication, un certain nombre d'activités. Et d'un autre côté, elle favorise aussi le développement des utilisations pacifiques des agents biologiques et des toxines. Cette rencontre a bénéficié de l'assistance de l'Union européenne, gérée par l'unité d'appui à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines, qui est une structure du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies en collaboration avec le secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire. Autre information, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation à l'intention de ses membres. Objectif, permettre aux directeurs de publication d'être outillés en vue de rendre attractifs les contenus éditoriaux de leurs journaux et contribuer à la professionnalisation de la presse en Côte d'Ivoire. Marcel Ala, Issaïo, Tchonan. Plus de 20 directeurs de publication se forment pour l'amélioration du contenu éditorial, au respect de l'éthique et la déontologie dans le traitement des faits. Une initiative du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Les lignes éditoriales sont diverses, certes, mais il faut faire en sorte que nous devenions professionnels. Et c'est cette formation-là que nous avons fait. Un journal aujourd'hui, un quotidien dans nos pays, c'est 300 francs. 300 francs, c'est 2 baguettes de pain. Est-ce que si je paye 300 francs un journal, au niveau intellectuel, est-ce que j'ai de la matière pour 300 francs? Mais est-ce que c'est la même chose pour le journal? C'est ce que nous avons essayé de développer avec nos amis, pour qu'ils comprennent qu'il ne suffit pas de noircir des colonnes, il faut noircir des colonnes avec des articles qui ont un intérêt pratique et stimulant pour le lecteur. Ça a été un séminaire qui est venu à propos, un séminaire très enrichissant. Le thème du jour qui a été développé donc, est un thème qui nous a permis de comprendre
que nous avons toujours la possibilité donc, de mettre en valeur le contenu éditorial de nos journaux. Le parrain de la cérémonie a exhorté les journalistes à être professionnels dans l'exercice de leur métier. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la presse papier reste un outil indispensable, surtout pour les gens de notre génération. Nous avons même des enfants qui, le matin, se battent avec nous pour lire le journal. Je pense qu'il faut rester dans cette ligne-là parce qu'on se rend compte de la qualité du travail qui est fait dans les journaux papier. Et pour moi, j'attache beaucoup d'importance à cela. Placé sous le thème « Directeur de publication, quelle stratégie pour la mise en valeur du contenu éditorial ?» Cette formation vise une presse de qualité en Côte d'Ivoire. Le dossier de ce dimanche s'intéresse au cancer de la bouche ou de la face qui déforme les visages. Les reporters Davis Oyo et Franck Kwadio se sont intéressés à cette maladie. Le regard hagard. Le cancer a causé bien de ravages sur le visage de Irié, au point même de modifier le son de sa voix. Accusant également certaines pratiques occultes, Eugène n'a pas vite pris conscience de son état. Aujourd'hui, sa mère et lui ont leur espoir fixé sur la chirurgie maxillo-faciale. Ça a commencé par la carie dentaire, puis au fur et à mesure, ça a commencé à s'enfler. Je suis parti à l'hôpital, le président des médicaments, quand il a pris la douleur a cessé. Ils m'ont dit que c'est un son qui m'a lancé. Ils font d'aller chez les guérisseurs, traîner. Ça veut dire que ça a développé jusqu'à ce niveau qui est là. Grâce au docteur, on a fait la première opération que vous voyez là. Ils ont fait la biopsie, ils ont retiré la chair pour aller dans un laboratoire pour savoir ce que genre de maladie que c'est. Ils ont trouvé que c'est une tumeur. Quand je le vois, je ne fais qu'à pleurer seulement. Je n'ai pas les moyens. Voilà mon problème. Irié, puis Eugène, le spécialiste traitant de ces deux patients affirme qu'il s'agit d'une tumeur maligne, l'étape la plus dangereuse. Ce qu'on appelle les cancers. Donc ce sont les tumeurs les plus redoutables qui évoluent vite, qui entraînent des douleurs et qui engagent le pronostic vital. Certaines pathologies sont dues à des facteurs que l'on peut éviter. Il y a des facteurs favorisants, il y a notamment l'alcoolisme, le tabagisme, surtout la double intoxication alcoolo-tabagique. Donc le seul conseil que nous on peut leur donner, c'est de venir tôt pour qu'on puisse faire des diagnostics précoces au stade de lésions précancéreuses. En ce qui concerne la pathologie infectieuse, donc c'est généralement à partir d'une douleur dentaire, la carie dentaire qui est la porte d'entrée, qui est l'infection qu'on appelle la cellulite. Mais il faut venir tôt, sinon le pronostic esthétique rentre en jeu. Dans la chambre voisine, Mamadou, ancien fumeur et alcoolique touché par des complications de cellules d'origine dentaire, a pu vaincre son mal grâce à la chirurgie réparatrice. Avant, je souffrais beaucoup, mais aujourd'hui, Dieu merci. J'ai beaucoup retrouvé. Deux autres malades, Sandrine et Mariam, atteintes de tumeurs bénignes pour la première et la seconde de Mona, encore appelée la maladie de l'extrême pauvreté. Elles peuvent aujourd'hui s'afficher en public et vaquer à leurs activités. Avant, je ne pouvais même pas sortir. Papa, quand il avait 2 ans, la maladie a commencé. Il y avait les voisins qui disaient à maman, ils ont qu'à me rejeter. Donc elle n'a qu'à me jeter même, que je ne vais pas réussir. Aujourd'hui, je suis là, j'ai fait que je sors aujourd'hui. En ce qui concerne Mariam Koné, c'est un cas de réparation. C'est une jeune dame qui présentait ce qu'on appelle des séquelles de Noma. Et là, on est au stade de reconstruction prothétique au niveau des dents. Et donc, il faut qu'on mette une prothèse qui soulève bien la lèvre, le nez et améliore l'aspect final de cette patiente. Des opérations réussies grâce au service de stomatologie de la chirurgie maxillo-faciale du CHU de Cocody, un service peu connu. Lorsque vous allez à l'intérieur, vous allez voir des patients avec des grosses tumeurs qui se promènent tranquillement ou alors des fentes qui se promènent tranquillement dans la nature, mais ils ne savent pas qu'on peut opérer. Ça fait que cette méconnaissance-là qui fait qu'on a un taux de fréquentation de 300 malades hospitalisés par an dans notre service et c'est à peu près la moyenne des autres services. Donc on pourrait chiffrer à peu près 1000 hospitalisations par an, ce qui est vraiment peu par rapport à une population ivoirienne qui est cotée à près de 22 millions d'habitants. Et pour ce qui concerne la prise en charge, elle n'est pas forcément à portée de toutes les bourses.
Nous demandons, ce sur quoi nous voulons insister, c'est que les patients qui présentent ces facteurs de risque, qui consultent tôt, qu'ils sachent que dans le service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale de CHU de Cocody, il y a des compétences pour prendre en charge les tumeurs, que ce soit des tumeurs bénignes, que ce soit des tumeurs malignes. Le coût est élevé parce qu'il faut payer les médicaments, il faut se faire opérer, et quand il faut aller faire la radiothérapie dans un pays étranger, il faut de gros moyens. Le service de stomatologie chirurgie maxillofaciale s'occupe de toutes les affections de la bouche et de la face. En Côte d'Ivoire, plus de 1000 malades sont hospitalisés chaque année. Créé depuis 1975, le service de stomatologie chirurgie maxillofaciale existe au CHU de Cocody, de Treichville et de Bouaké. Allez, tout à fait autre chose à présent. Le Rotary Club à Abidjan Elixir a fait un important don alimentaire aux pensionnaires de l'école ivoirienne des Sourds, une action pour renforcer le besoin alimentaire de cette école. Franck Kouadio. L'Abidjanaise exécutée dans le langage des sourds muets pour souhaiter la bienvenue aux Rotariens d'Abidjan Elixir. Nous sommes à l'école ivoirienne des sourds. Les pensionnaires de cet institut reçoivent un important don alimentaire, don composé de sacs de riz, de bidons d'huile, de pâtes alimentaires et d'oignons. Une action qui s'inscrit dans l'un des axes stratégiques du Rotary Club Abidjan Elixir, à savoir la lutte contre la pauvreté. Nous tenions à venir faire un don à l'école nationale des sourds de Côte d'Ivoire. Et nous tenons à ce que les enfants soient dans un environnement adéquat pour pouvoir donner tout ce qu'ils peuvent. Parce que nous pensons que même les enfants handicapés ont aussi leur pierre à apporter au développement de notre pays. Le don vient renforcer les besoins alimentaires de l'école qui accueille pour l'année scolaire 2017-2018 plus de 300 pensionnaires. Comme tous les enfants de ce pays, ces enfants ont besoin d'une éducation. Et puisque nous sommes à régime d'internat, le volet alimentaire est très important. Quand nous savons que pour que l'enfant soit disposé à suivre en classe, il faut qu'il ait le ventre plein. Et pour nous, c'est un honneur. C'est des expressions animées par la joie et la convivialité et le ressenti d'avoir servi des enfants qui en avaient besoin. Club Service évoluant dans l'humanitaire, le Rotary Abidjan Elixir entend diversifier ses actions sur l'ensemble du territoire afin de contribuer au bien-être des populations. La culture du manioc comme moyen de lutte contre la pauvreté, c'est cette idée que l'organisation non gouvernementale Action des femmes d'Afrique a partagée avec les femmes de Dimbokro et Eugène Atoupé. Ces femmes de Dimbokro sont heureuses de s'engager dans le projet Un Agba, un hectare de manioc. Projet présenté dans tout son intérêt et sa portée par son initiatrice Zieliane, députée de Bokanda. Les femmes de Dimbokro, touchées par les arguments avancés lors des échanges, voient en ce projet un moyen complémentaire pour leur autonomisation. On n'a pas de groupement en tant que tel, mais les femmes se regroupent en petite quantité, 5, 10 femmes, pour faire un peu d'attiqué, peut-être 5 paniers, 10 paniers qu'elles vendent sur le marché. Maintenant que ça va se faire à grande échelle, ça va nous aider. Les chefs de village sont appelés à poursuivre la sensibilisation des populations pour une adhésion massive au projet Un Agba, un hectare de manioc. Depuis son lancement il y a 2 ans, toutes les localités de la région du Zi ont été arpentées par les initiateurs. Ils ont demandé aux autorités coutumières de faciliter l'accès aux terres. Les chefs eux-mêmes ont indiqué qu'ils attendent en retour une offre de garantie sur les volets commercialisation et transformation du manioc. Notre responsabilité, c'est de galvaniser nos populations, de les encourager et que l'usine soit implantée effectivement afin que ce projet puisse vivre. À ce jour, les adhésions au projet Un Agba, un hectare de manioc sont massives. Plus de 3000 hectares de plantations sont en production sur les 10 000 attendus. La présidente de l'ONG AFA, Zieliane, rassure, les usines de Bokanda et Dimbokro seront prêtes avant fin 2018. Allons au chapitre religion de cette édition. La division Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Association générale des Adventistes du 7e jour vient de faire le point de ses actions de l'année écoulée et planifier ses activités à venir. Isaïe Ochono. L'Association générale des Adventistes du 7e jour, en concile des fins d'année à Grand Bassam,
La rencontre des fidèles chrétiens de cette église dans la ville balnéaire donne l'occasion d'évaluer les actions de l'année écoulée et de planifier les activités à venir dans les domaines de l'éducation et de la santé. Nous avons 13 divisions dans le monde, mais la division que nous couvrons a 3 universités. Voilà. Et donc 3 universités, une au Nigeria, une au Ghana et une au Cameroun. Ce sont les universités que nous avons. Quant aux écoles secondaires, nous avons 250. Des écoles secondaires, je veux dire lycées que nous avons en Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi au moins 4 hôpitaux, y compris un hôpital spécialisé dans les maladies cardiaques. Le pasteur Biagi, vice-président de la conférence générale des adventistes du 7e jour, a exhorté les membres de l'Église à œuvrer pour le bien-être des populations. La division Afrique et du centre de l'Association générale des adventistes du 7e jour compte 22 pays pour 865 000 membres. Au niveau mondial, l'Église adventiste du 7e jour revendique 18 479 257 membres. Au nombre des projets figure en bonne place la construction d'une université privée en Côte d'Ivoire dans les années à venir. 90 pèlerins chrétiens issus de différentes églises évangéliques viennent d'effectuer un pèlerinage en Israël. Ces pèlerins ont été pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire et ils ont visité plusieurs lieux qui ont marqué la vie de Christ. Adrienne Grascando. Israël, lieu de pèlerinage par excellence, accueille chaque année des milliers de pèlerins venant de tous les continents. Cette année, la fête des tabernacles s'est déroulée en plusieurs étapes. La délégation ivoirienne et celle des autres pays ont parcouru le désert et Jéricho en passant par la mer Morte et une parade. Les représentants ivoiriens se sont habillés en tenue traditionnelle et une marche des pèlerins sur 5 km avec plus de 60 000 personnes. Nous sommes venus pour nous, c'est une occasion pour nous de dire à Dieu que voici la Côte d'Ivoire. On a eu un message fort, on a eu des prières, on a loué Dieu, on a apporté aussi des offrandes, oui bien sûr, au Dieu d'Israël. Nous sommes venus par toute la délégation ivoirienne qui a prié pour le pays. Nous avons participé à la Sainte Seine pour rappeler notre image restaurée dans le Seigneur. Ce pèlerinage initié par le ministère de l'Intérieur à travers la direction des cultes a été marqué également par plusieurs visites des lieux saints, entre autres les villages bibliques de Nazareth et de Cana, où le premier miracle de Jésus a eu lieu. Merci pour la discipline qui a été observée durant ce parcours. Le pèlerinage sur la fête des tabernacles a été sanctionné par une remise de diplôme de participation aux pèlerins. Emmanuel Mobiyina Freide Oshofa, pasteur mondial de l'Église du christianisme céleste, est en Côte d'Ivoire. Il est venu célébrer avec les fidèles de cette église les 70 ans de cette communauté chrétienne. Serge Koulia. Le pasteur mondial de l'Église du christianisme céleste, Emmanuel Oshofa, est arrivé en Côte d'Ivoire le samedi 11 novembre pour célébrer avec les fidèles les 70 ans de la communauté céleste. Aux côtés du seigneur évangéliste Canon Luc, il a été accueilli avec ferveur à la paroisse Saint-Gabriel d'Aboubou-Akikwa. Une occasion pour le pasteur mondial de délivrer un message d'unité. Pour lui, cette célébration est un instant glorieux qui marque la longévité de l'Église du christianisme céleste. Les fidèles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire avant de se retrouver dans la soirée pour un concert religieux à la gloire de Dieu. Ensuite, un culte d'action de grâce le dimanche pour demander au Seigneur de préserver la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et au sein des communautés du christianisme céleste. La seule chose que nous voulons, c'est la paix entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Les familles blessées dans la joie de Dieu. Amen. Le pasteur mondial Emmanuel Oshofa effectuera des visites dans plusieurs églises avant d'achever son séjour en Côte d'Ivoire par une conférence de presse.
D'autres fidèles chrétiens prient aussi pour la Côte d'Ivoire. Ils prient également pour tous les dirigeants. Cette rencontre de prière a lieu au Palais des Sports de Treichville. Franck Quadio. Des milliers de chrétiens prennent d'assaut le Palais des Sports de Treichville pour implorer la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire afin que les cœurs soient remplis de paix et d'amour. Les fidèles de l'Église évangélique Ambassade des Miracles veulent à travers leur 3e convention internationale sensibiliser les Ivoiriens à se détourner des mauvaises pratiques, puis à aller aussi dans le sens de la cohésion nationale. Notre pays n'a pas besoin de division, mais plutôt d'union, selon le révérend Ouattara Mohamed Idriss. Si la paix se manifeste dans le cœur de tout un chacun par la réconciliation avec Dieu, il va prévaloir dans le pays un climat de paix. Je crois que nous devons tous revenir à Dieu, tous autant que nous sommes, pour que Dieu puisse régner en nous et régner dans notre pays. Une façon pour l'Église de jouer son rôle dans la société. Le thème de cette 3e convention est que ton règne vienne. Pour les fidèles chrétiens, ce moment est plus que nécessaire. C'est pourquoi ils adhèrent pleinement. Nous demandons à Dieu la paix, que la paix revienne, que sa volonté soit faite. Donc nous voulons sa miséricorde, qu'il nous pardonne de ce que nous avons fait. Quand il n'y a pas de paix dans un pays, c'est très difficile pour tout le monde de vaquer nos occupations, que la paix véritable revienne et ensuite la réconciliation entre tous les fils et filles de cette nation. Pendant près de 10 jours, prières, louanges, prédications, chants et danses vont meubler ce programme. Cette 3e convention enregistre la participation d'orateurs venus de divers horizons, de même de chrétiens en provenance de pays africains et outre-Atlantique. À l'occasion de la célébration de la fête de l'Igname dans le royaume du Ablin, le roi Nanan Nibile II a demandé une messe d'action de grâce pour la paix en Côte d'Ivoire. Kwasi Mamadou. Cette année encore, la tradition a été respectée dans la célébration de la fête de l'Igname chez le peuple Agni du Ablin. Après les rituels du vendredi, le représentant du roi Nanan Nibile II, la reine-mère, les cadres et l'ensemble des populations sont retrouvés à la paroisse Saint-Maurice d'Agni-Bilekro pour une messe d'action de grâce le dimanche. Un moment pour demander l'assistance du Tout-Puissant pour la paix durable en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la nation ivoirienne. Cette messe d'action de grâce a été la toute première messe du père Ange Aimé Kwame, fils du royaume. Le nouveau prêtre a appelé le peuple à la charité, au partage, à l'amour du prochain et surtout au pardon. Des valeurs cardinales pour bâtir, selon lui, une société saine et une nation prospère. Et donc, il revient à chaque fidèle chrétien, à chacun, de poser des actes concrets, des actes d'amour, des actes de paix, de tolérance, des actes de bonté. On a adoré les mannes de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Donc, vous voyez que c'est une conjugaison harmonieuse pour célébrer la paix dans la région et dans tout le pays. Cet appel à l'union est essentiel et nous voulons nous y associer et que Dieu lui-même nous encourage. Au cours de cette messe, les nouveaux-nés ont été baptisés des offrandes faites pour pérenniser l'union et la solidarité qui existent déjà entre ces populations. Du sport, le Maroc et la Tunisie se sont qualifiés hier samedi pour la Coupe du Monde 2018 en Russie en arrachant les 2 derniers billets qualificatifs de la zone Afrique. Ils rejoignent le Nigeria, l'Égypte et le Sénégal qui s'étaient déjà qualifiés. Les Marocains ont battu la Côte d'Ivoire par 2-0. La Tunisie a fait match nul 0-0 avec la Libye, mais suffisant pour se qualifier. Voilà le magazine de ce dimanche à pour thème le nouveau visage de la poste ivoirienne, une institution qui a marqué des générations, un peu perturbée aujourd'hui, il faut le dire. Elle présente un nouveau visage. Notre invité pour parler de ce nouveau visage de la poste est M. Isaac Nyabayao, directeur général de la poste de Côte d'Ivoire. Monsieur Nyabayao, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte la Poste de Côte d'Ivoire? Merci pour cette invitation. La Poste de Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Vous pouvez le constater, depuis 2011, l'intitulé du ministère
qui a en charge la Poste de Côte d'Ivoire s'appelle ministère de la communication, de l'économie numérique et de la Poste. Donc l'appendice La Poste est bien marqué parce que les autorités ivoiriennes ont mis la Poste de Côte d'Ivoire au centre de l'action. Elle est en ce moment dans son processus de restructuration, plan de restructuration opérationnelle et financier qui a commencé et qui se met petit à petit en place. Donc la Poste se porte de mieux en mieux. Donc la Poste de Côte d'Ivoire demeure. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré sur le nouveau visage de la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste a pour mission d'assurer le transport de messagerie, de marchandises ainsi que le transfert d'argent. Depuis quelques années, elle se trouve confrontée au défi du numérique, une situation qui a occasionné le licenciement d'environ une centaine de ses agents. Aujourd'hui, la Poste s'est engagée dans un processus de redynamisation au moyen du numérique par la création de produits innovants. Il s'agit de permettre aux citoyens d'effectuer à proximité de chez lui, à l'agence postale, des documents administratifs tels que des copies d'extraits de naissance, de mariage, les casiers judiciaires, les inscriptions au concours, assurer les transactions commerciales et pouvoir naviguer sur Internet. En cours de réalisation, les activités bancaires de la Poste également reprendront très prochainement avec les guichets automatiques dans chaque agence de poste. Cette parade d'engins est le signe de ce nouveau départ pour la Poste de Côte d'Ivoire. Un repositionnement sous le signe de l'intégration, de l'innovation et de l'inclusion. Voilà, parade d'engins, il y a une vaste opération de charme à travers tout le pays. Monsieur Nyabayao, de quoi s'agit-il? Il s'agit de montrer que la Poste de Côte d'Ivoire est de retour. Et cette nouvelle opération, effectivement, est un élément important pour nous parce qu'il faut le reconnaître, nous n'avons pas été pendant plusieurs années au rendez-vous de la qualité. Donc première chose, c'est de montrer que nous sommes là et que nous voulons reprendre avec la population qui a toujours été notre partenaire, donc ramener le capital sympathie et puis démontrer que l'institution, la Poste de Côte d'Ivoire peut être une institution pour faciliter la vie des citoyens. Très bien. Alors, la Poste et les technologies de l'information et de la communication, comment intégrer les TIC aujourd'hui est indispensable, je dirais, à la vie quotidienne, indispensable à la Poste également? Oui, c'est une question qu'on nous a toujours posée. Est-ce que l'arrivée des TIC ne va pas tuer la Poste? Bien au contraire, la Poste est obligée d'intégrer les TIC pour justement se réorienter ou du moins définir un nouvel axe stratégique. Nous avons des activités traditionnelles qui vont continuer, mais qui vont donc ajouter les TIC ou les technologies pour apporter ce qu'on va appeler des services à valeur ajoutée. Si vous regardez notre métier, ça a toujours été l'acheminement de colis et paquets. Les volumes de courrier sont en forte baisse, mais aujourd'hui, il y a un nouveau volume qui est en train de monter en puissance ou en termes de volumétrie. C'est les colis et les paquets. Justement, avec le e-commerce, la Poste va se repositionner pour reprendre son métier de logisticien qui est l'acheminement de colis et paquets. Donc, les technologies de l'information pour permettre à la Poste de se relancer durablement. Alors, très bien. Alors, qu'en est-il de la formation de vos agents? Cette intégration, bien sûr, je veux dire. Formation de nos agents, c'est quelque chose d'indéniable parce que vous avez suivi l'actualité. Dans le plan de restructuration de la Poste, effectivement, il y a une invitation au départ pour les plus anciens et puis du renforcement des capacités pour ceux qui resteront parce que les clients sont de plus en plus exigeants. L'environnement a changé, mais pour les plus jeunes qui rejoignent l'équipe La Poste, il y a besoin aussi de les former aux nouveaux métiers de La Poste et aussi à la prise en compte des technologies pour que le client, in fine, soit satisfait. Alors, M. Nyabayao, vous êtes un partenaire, je veux dire, La Poste, avec des structures financières pour relancer vos activités. Comment ce partenariat va profiter à La Poste? Les populations nous ont toujours demandé de reprendre notre place de conseiller financier. Parce que vous savez que depuis des années, nous avons été auprès des populations, en tout cas pour ce qui concerne les services financiers. Ce partenariat avec notre partenaire bancaire va nous permettre de transformer l'ensemble du réseau de La Poste le plus vaste en Côte d'Ivoire comme le point de conseil financier pour les populations qui n'attendent pas des choses extraordinaires, qui ont besoin de faire ce qu'on appelle
appelle du cash-in, cash-out, d'avoir un accompagnement pour financer leurs petites activités, mais surtout d'avoir un point pour dénouer des transactions financières de leur quotidien. Donc, nous allons utiliser notre réseau avec ce partenaire pour apporter les services au plus grand nombre de la population. Un véritable réseau à mettre en place. On peut dire avec vous que la Poste, la nouvelle Poste, la Poste de Côte d'Ivoire, a une nouvelle identité. Elle a une nouvelle identité. Déjà, elle a changé de logo, mais je pense que le plus important, c'est est-ce que son catalogue produits et services a changé? Oui. Et surtout, elle est en train de reprendre sa place qu'elle n'aurait pas dû perdre. Être l'opérateur des services aux citoyens, celui qui facilite la vie à monsieur tout le monde. Si je suis dans mon long village de Ono Salsi ou d'Aboudé Kwassikro, il faut que j'ai la possibilité de dénouer des transactions financières, administratives, en tout cas mon quotidien. Donc la Poste est de retour et le partenaire de l'ensemble de la population. Bon retour. Le barrage de Soubré a été inauguré il y a de cela quelques jours, vous le savez très bien, M. Nyamba Yao. Alors la Poste de Côte d'Ivoire a décidé d'immortaliser l'événement. Oui, nous avons décidé d'immortaliser l'événement. Je pense que c'est le lieu de saluer l'entre-gens et le coup d'œil du ministre Bruno Nabagno-Koné qui nous a dit « Mais pourquoi on ne reprendrait pas ce qui avait cours à l'époque du feu le président Félix Houphouët-Boigny ?» Tous les événements de cette envergure étaient immortalisés par la production d'un thème. Et n'oubliez pas que le thème est celui qui voyage le plus. Donc le monde entier, à travers ce thème, saura qu'en Côte d'Ivoire, à telle date, a été inauguré un barrage de cette envergure et la Poste joue son rôle d'agent de communication de l'État de Côte d'Ivoire. C'était pour nous une occasion de marquer le retour de cette grande institution. Donc la Poste, maison du citoyen, des entreprises et le coursier de l'État, c'est ça? C'est exactement cela. Très bien. Alors, quel sera le visage de la Poste de Côte d'Ivoire d'ici à 2020, une poste qui va abriter le congrès de l'Union postale universelle? C'est un défi très important parce que 194 pays vont visiter la Côte d'Ivoire, 3000 personnalités du secteur postal vont venir en Côte d'Ivoire. Premier élément, il faut présenter une poste moderne et à la pointe de la technologie, mais du service de qualité. Mais un élément important, c'est qu'au moment où nous recevons l'ensemble de toute cette communauté postale, il faut rappeler que la première et la dernière fois que l'Afrique a accueilli le congrès, c'était en 1934 en Égypte. Donc le monde entier, ou toute l'Afrique, a besoin de se retrouver en terre africaine pour célébrer la poste. Donc la Côte d'Ivoire a un double challenge de remettre son institution postale de façon moderne, mais aussi de réussir ce rendez-vous des postes du monde. Donc nous allons travailler à cela et des choses ont commencé à se mettre en place pour accueillir donc cet événement. Donc en 2020, la Poste devra bien se porter et recevoir cette famille postale. La date exacte de cet événement? Alors, nous sommes en train d'ajuster le calendrier, mais je puis vous dire que c'est entre mars et fin avril 2020 pour recevoir donc la communauté postale mondiale en terre ivoirienne. Alors très bien, cette nouvelle dynamique, M. Nyamba Yao, inclut-elle la création de nouvelles agences sur le plan national? Oui, la création de nouvelles agences, mais dans un format un peu plus stratégique. Nous avons un réseau de 200 agences qu'il faut d'abord réouvrir sur l'étendue du territoire parce qu'une trentaine reste encore en réhabilitation au nom de la crise que nous avons connue. Mais nous avons une autre dynamique, c'est de mettre en place des points relais postes parce qu'en ce moment, avec les collectivités décentralisées et les élus locaux, les sous-préfectures qui avaient des bureaux de poste ont accouché de nouvelles sous-préfectures et l'ensemble du territoire a besoin d'avoir une présence postale pour ce qu'on va appeler donc le point de service administratif ou financier des citoyens. Donc nous allons déployer des milliers de points relais postes et de points contacts pour permettre aux citoyens d'avoir accès aux services à proximité de leur maison ou dans leur localité respective. Monsieur Nyamba Yao, avec toutes ces réformes, alors les postes des agents ne sont pas menacés? Bien au contraire, les agents sont de plus en plus épanouis parce qu'il y a un nouveau contenu. Et je pense que une des plus grosses fiertés, c'est de savoir que nos bureaux qui étaient vides
il y a quelques périodes, commencent à connaître de la fréquentation. Donc c'est un élément de motivation pour les agents, mais bien au contraire, il y a des nouvelles activités qui se créent. Donc opportunité d'emploi pour des jeunes, mais aussi opportunité de bonifier des positions pour ceux qui sont déjà en fonction à la Poste de Côte d'Ivoire. Nous allons terminer avec cette dernière question, l'avenir de la Poste de Côte d'Ivoire. Ça va être un avenir radieux où cette grande institution d'État va participer au développement économique de ce pays. De toutes les façons, elle est déjà partie pour être l'interlocuteur pour réussir des questions d'inclusion financière, inclusion sociale, mais inclusion numérique, puisque l'ensemble du réseau de la Poste va devenir des cybercafés pour l'ensemble de la population et des points d'accès à Internet. Bon chemin. Merci. Monsieur Niambayaou. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.